Bon, on commence l'émission de manière plutôt originale. Mon invité arrive dans quelques secondes. Il n'est pas du tout au courant de ce que je lui ai préparé. Je croise les doigts, j'espère qu'il va accepter. Il n'y a rien de mieux pour commencer à découvrir Hugo Rollinger. On va partir décoller, on va aller s'inspirer du ciel pour comprendre comment tu cultives la terre. Les deux sont liés, quoi. Ouais. Donc quand tu dis la vie c'est une aventure, bah on commence comme ça, quoi. Ouais, ça commence bien. Ouais. Bonjour les gars. Salut. Je vais faire mon baptême. C'est vrai? Ouais, j'en ai jamais fait. Eh ben, c'est une bonne idée ça. Donc Hugo, déjà premier truc, le casque. Ça je te laisse faire. Alors c'est tout lâche, c'est normal. On vole, c'est good. Je me laisse complètement porter. Je sais pas ce qui m'arrive. Je suis Ah arrivé ouais, ce matin. t'as fait le choix, là. C'est grand quand J'aime même. bien ce petit côté lâcher prise. On lâche prise avant de décoller. J'ai pas l'habitude qu'on me fasse des surprises ou de pas maîtriser les choses. Donc c'est vrai que je suis un peu hors de ma zone de confort. Bismillah, tu passes un premier bras comme ça, et le deuxième. Voilà, ok. Allez, c'est parti. Allez, tu cours. Allez, encore. Allez, cours. Ok. Ah c'est ouf. Incroyable. Incroyable. Je te décroche. Alors, Ah, c'était de la balle. Trop bien. c'était incroyable. Ouais. Trop bien. Waouh. Tu dis, quand j'ai atterri, j'avais à moitié les jambes qui Tremblait gelaient. un peu et on l'a fait. On a réussi Hugo. Et en plus les couleurs qu'il y avait, les teintes de bleu. On n'a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour juste s'émerveiller de toutes les couleurs qu'on a. On n'a même pas l'impression d'être en Bretagne, on pourrait être, même ailleurs. en Irlande ou des endroits comme ça. Ouais. On a commencé cette journée en prenant un peu de hauteur. Est-ce que quand tu regardes un peu au-dessus de ton épaule et que tu regardes dans le rétro, tu te dis punaise, j'ai quand même 2 étoiles dans mon restaurant, j'ai une 3e étoile, l'étoile verte. J'ai été élu meilleur cuisinier de France 2022. Est-ce qu'aujourd'hui, tu portes quelque chose sur tes épaules, un stress de perdre? Comment tu vis en fait à la fois cette pression et à la fois cet amour de l'art culinaire? Enfin, mon ascension a été relativement fulgurante, quoi, parce que c'est d'avoir 2 étoiles à 30 ans et tout ça, c'était, je pense, que je devais être parmi les plus jeunes 2 étoiles au monde peut-être. Donc tu es toujours dans le questionnement, ouais, je suis jeune, il y a plein de gens qui les attendent depuis je sais pas combien de temps, est-ce que je le mérite vraiment et tout ça. Un chef cuisinier, tout seul, Il fait rien. Il fait absolument rien. C'est un orchestre. Donc tu as quand même baigné dans l'excellence, dans les cuisines, dans les odeurs, dans les épices. Et sauf que toi, t'es parti voyager, t'es parti avec ta casquette de marine marchande. Et quelle a été l'opération qui a fait que tu enlèves cette casquette et tu mets cette toque de chef cuisinier? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'avais en tête depuis un petit moment et que finalement c'était sûrement le destin que ça se passe comme ça. Mais il fallait que je parte, il fallait que je fasse autre chose, il fallait que je mûrisse mon choix parce que à partir du moment où je me lançais dedans, c'était à 400% parce que j'avais pas le droit. On a le droit de se planter, mais non, c'était pas possible. C'était pas possible dans ta tête. Bah non, pour l'histoire de famille, enfin tu passes derrière un père qui est connu. Donc c'est comme on dit, tout le monde dit, ouais, c'est difficile de se faire un nom, c'est encore plus difficile de se faire un prénom, et il ne s'agit pas de casser toute une histoire derrière, quoi. Quelle a été la relation que tu as pu tisser avec ton père? Donc quand tu as annoncé à Olivier que tu voulais justement prendre la suite, comment ça s'est passé entre vous deux? C'était tabou dans la famille, donc c'est con, hein, mais on n'en parlait pas. Et parce qu'à mon avis, mes parents, ils voulaient un peu se protéger aussi. Ils voulaient me protéger
de ce métier qui est quand même qui demande un engagement assez intense, ouais, quoi. assez intense, Et puis physique, familialement parlant familialement. Ouais. Quand je l'ai annoncé à mon père sur le quai de la gare Montparnasse, quai numéro 1, le jour de son anniversaire, j'ai dit à papa, tu vois, je reviens du Cap-Vert, c'était mon dernier embarquement, et j'arrête de naviguer, je vais commencer à cuisiner. Là, il m'a regardé, genre douche froide, quoi. Il me dit, mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter? T'es trop vieux pour commencer à cuisiner, t'as 24 ans, tu vas pas commencer à cuisiner maintenant, quoi. Et je dis, mais je te rappelle que tu as touché ta première casserole à 24 ans. Donc moi, c'est ma décision, donc ce sera avec ou sans toi. Donc après, il m'a pas dit un mot pendant 3 heures dans le train pour rentrer. Oh, le train de Super l'angoisse. Et tu comprends après, maintenant avec le recul, tu comprends en fait la peur qu'ils avaient. Ouais, je comprends, mais et ils l'ont fait intelligemment en fait. Même mon père, il a été très, très smart dans la transmission parce que il m'a laissé la place en fait. Ouais. Et justement, quand tu parles de vision, c'est quoi pour toi la vision de Hugo de la cuisine d'aujourd'hui en fait? Une cuisine éthique et ancrée dans un territoire et tout ça, c'est une base, quoi. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas cuisiner autrement, quoi. C'est-à-dire on n'a même pas besoin de le raconter. J'ai pas besoin de te dire que mes produits viennent de que mes produits viennent de saison, que ça vient de ce petit producteur-là et tout ça. C'est une évidence en fait. Bien sûr, on peut le raconter, mais ça doit pas être un. C'est du bon sens. C'est du bon sens, quoi. Ça doit pas être un argument marketing. C'est parce que je fais ça que tu dois venir chez moi. Mais en fait, le gars qui va faire une cuisine identitaire et super singulière, qui lui correspond, en fait, ça devient naturellement une cuisine éthique parce que cet homme-là, il va mettre en lumière finalement la beauté d'un territoire dans une assiette. Et ça, cet acte de cuisiner de cette façon-là, c'est super fort et c'est ça qui va faire que tu vas vers une belle cuisine, une cuisine éthique et une cuisine durable, on le dit. Mais... Toi, aujourd'hui, tu as une vraie philosophie derrière chaque cuisine, derrière chaque recette. Et cette philosophie que tu as là, comment elle s'est construite avec le temps? Je pense que ça s'est fait petit à petit et je devais sûrement avoir une sensibilité latente, mais j'arrive petit à petit à mieux la retranscrire dans une cuisine et un peu dans une expérience globale, quoi. C'est-à-dire, parce qu'il n'y a pas que la cuisine, c'est la manière dont on va t'accueillir. C'est tout un ensemble et comment tu as envie de faire passer un moment d'exception et un peu hors du temps aux clients qui viennent nous voir. Quand je suis dans l'eau pour être heureux, il faut que ça se passe bien au travail et c'est lié, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de cuisiner, de créer, d'être avec mes équipes, de faire quelque chose ensemble et d'avoir mes moments à l'eau. Et les deux sont super liés. Après, chacun son équilibre. Mais en fait, faire un truc tout seul, c'est bien. Mais quand tu arrives à le faire par une équipe, c'est tellement fort. Tu as une symbiose, tu as des moments des fois dans des services où les clients qui sont super réceptifs et la cuisine, tout le monde est... Il y a une osmose là, c'est parfaite. un truc, c'est super grisant. Ouais, je vois très bien. Mais moi, je te propose, juste derrière toi, j'ai préparé la plus belle cuisine du monde. Et je te propose d'aller nous diriger là-bas. Et on va essayer de faire une recette avant que la marée remonte. On y va? En fait, j'ai souhaité prendre des produits que j'adore. Et c'est mon poisson préféré, c'est du maquereau. Ouais. Donc j'ai pris du maquereau, des palourdes, du fenouil, un peu de coriandre et de persil, un petit citron jaune, 2 citrons verts, un oignon, de l'ail. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être essayer de faire un petit ceviche. Ouais, parti là-dessus. Toute cette manière de penser l'aliment, de le cuisiner, de le préparer, t'as toujours aimé les bonnes choses ou t'as découvert les bonnes choses? J'ai grandi au-dessus du restaurant, donc j'ai toujours été... Tu sentais les odeurs, t'entendais les conversations, tu comprenais ce qui se passait, quoi. Ouais, je mangeais avec les équipes, au perso. Ta particularité, quand même, c'est de cuisiner les algues. Ouais. Et c'est venu comment, en fait? De l'arrêt, le fait de travailler de la viande, parce que tu sais que la base de la cuisine française, c'est quand même le bouillon de volaille. C'est souvent ce qui va te servir à faire toutes les bases de tes sauces. Mais il y a un truc qui me dérangeait, parce que, par exemple, pour faire 25 litres de bouillon de volaille, tu vas utiliser 4 poules. Et tu te dis, c'est juste pour faire un bouillon, donc tu vas pas prendre les poules de plus grande qualité qui existent. Si les poules que tu as achetées, elles n'étaient pas super bien alimentées, toutes les merdes qu'elles avaient dans leur nutrition, elles se retrouvent dans ton bouillon qui va te servir à faire toute la base de tes sauces, quoi. Et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler sur des bouillons d'algues, de légumes et d'algues.
Et en fait, on s'est rendu compte qu'on arrivait à avoir la sapidité et l'umami créée par la protéine animale dans l'algue. Et que c'était une super base de cuisine. Et c'est devenu vraiment, l'algue est devenue une genre de colonne vertébrale de la cuisine. De tous tes plats, quoi. Ouais. Toi qui travailles avec les produits de ton territoire, on pourrait se dire, comment tu te renouvelles? Comment on arrive à renouveler nos recettes si tu vas pas chercher des expériences culinaires ailleurs? Comment tu fais? On colle tout le temps l'image d'un chef qui doit absolument être créatif, quoi. Ouais, Et on a l'impression que s'il ne crée pas, il est fini, quoi. Et il faut réussir, à mon avis, à se détacher de cette pression-là, mais parce qu'il ne faut pas créer pour créer, parce qu'il faut qu'il y ait un sens derrière. Si c'est juste pour changer un plat parce qu'on a l'impression qu'il faut le changer. Mais c'est la société qui veut ça aussi, qu'on a toujours envie de nouveaux trucs, quoi. Alors qu'en fait, on n'a pas besoin. Ah, pas tout le temps, quoi. Mais s'il faut changer parce que pour un truc qui a du sens, quoi. Comment tu travailles, en fait, pour pouvoir prendre les bons produits au bon moment, aux bonnes saisons? Déjà, c'est beaucoup de travail et de relations avec les producteurs, parce que ça se crée pas du jour au lendemain. Donc c'est des histoires qui se créent avec le temps et ça se met en place petit à petit, d'année en année, parce que mais c'est compliqué, mais en même temps c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est justement ces échanges humains. Je crois beaucoup en l'énergie qu'il va y avoir de la terre, de la mer, qui va passer dans les mains des producteurs, des pêcheurs. Et justement, c'est cette énergie qui se crée avec de la mer, de la terre, jusqu'au client. Et en fait, c'est une énergie vitale, on en a tous besoin, et c'est juste des liens humains, en fait. Ouais. La manière dont tu as fait les choses, visuellement parlant, tu commences déjà à comprendre un peu les saveurs et à ressentir l'aliment en le regardant. Mais écoute, moi, je te propose qu'on puisse sentir juste. On a fait la vision, on commence à tout doucement voir le goût. Avant d'avoir le goût, on va juste sentir. Et moi, je trouve qu'on sent beaucoup plus. On sent pas du tout le maquereau. Non. On sent les algues. Ouais, on sent la notion de iodé, ouais. Et donc, dans chacune de tes assiettes, tu essayes toujours de saupoudrer un petit peu d'algues. Les algues sont rarement apparentes, mais elles sont toujours présentes, quoi. Parce que c'est la base de toutes mes vinaigrettes, de tous mes fonds de sauce, il y en a partout. Ouais. On est sur la plage, donc c'était aussi récupérer le jus de palourde et cette notion finalement de marc avec ces quelques algues qui sont en train d'être réhydratées. C'est quelques palourdes qu'on a décollées et le maquereau juste un peu assaisonné comme ça. Ouais. Non mais exceptionnel, je pensais pas qu'avec si peu de choses on pouvait faire quelque chose d'aussi joli. Et justement, quand je regarde cette assiette, c'est quoi vraiment, toi, le goût de ta cuisine? J'essaye toujours de réchauffer le goût de la mer par un poivre, par un piment. Et j'essaye d'avoir une cuisine qui est notion de liquide, quoi. C'est toujours des vinaigrettes longues ou des bouillons, parce que c'est cette notion de temps et cette notion dans le liquide d'horizontalité, c'est-à-dire que tous les hommes sont au même niveau, tous les aliments sont au même niveau. Est-ce qu'on goûte ou non? On laisse, on peut goûter quand même. Moi, j'ai quand même envie de goûter ce plat quand même. Ah, il taquine un peu le piment. Ah punaise, t'en as mis beaucoup. Mais j'aime beaucoup, franchement. Déjà, tu m'as donné une petite recette à la Rollinger. Mais le piment, t'as pas chômé. Non, mais ça fait du bien, là. Ouais, ça te... Hop là. Là, on va à la mer, t'es prêt ou pas? Tu récupères tout le temps l'eau de tes palourdes que tu réinjectes après. L'eau des huîtres aussi. Et tu récupères tout. Ouais. C'est super délicat. La palourde, je l'adore. Je la trouve super fraîche. Puis le fait de prendre le temps de décortiquer tous les ingrédients, de comprendre un peu d'où ils viennent, tu te fais une histoire toute seule, en fait, dans la tête. Est-ce que le bruit des marées, de l'estran, des embruns, de la mer, ça joue dans ta cuisine? En y étant sensible et à l'environnement qui nous entoure, indirectement, ça a une influence. Parce que déjà, on ne va pas cuisiner de la même manière quand on est en morteau, quand on est en vivo. On va pas avoir il n'y a pas le même rythme. Et est-ce que justement le bruit que l'océan te met dans les oreilles tous les matins, tous les jours, tous les soirs, ça a suscité en toi une vraie responsabilité de respecter cette mer qui est juste à côté de nous? Tu te sens engagé pour elle? Évidemment, je me sens engagé parce que j'en ai besoin intimement. Même mon corps me le demande d'être dans l'eau et tout ça parce que c'est chimique, parce que j'ai besoin de cette dose
d'adrénaline, d'endorphine et tout ça, t'en deviens dépendant en fait. Des fois tu te dis, t'es au milieu de l'eau, t'es là, et tu te dis putain mais c'est magnifique, qu'est-ce que tu veux vivre de plus fort que ça quoi. Ma cuisine elle est maritime, potagère et tournée vers l'horizon. J'essaye de mettre en lumière la beauté d'un territoire dans une assiette. C'est pas la ferme du vent, c'est pas les relais châteaux, c'est pas les hôtels 4 étoiles, mais c'est mon petit canot. Est-ce que tu t'y sens bien déjà quand même? Bon, dans les cockpits de bateau, c'est là où on se sent le mieux. Ouais. Aujourd'hui, évidemment, on apprend de nos aînés, évidemment, on apprend de nos parents. Mais est-ce que tu penses aujourd'hui que ton père, Olivier Rollinger, il apprend de ta manière de cuisiner, de ta manière de faire? On s'influence mutuellement. Ouais. Et peut-être que moi, des fois, j'ai la radicalité des engagements, peut-être dans une jeunesse un peu fougueuse, où on est un petit peu révolté sur certaines choses et tout ça. Et lui, il a cette sagesse de pouvoir regarder un peu les choses d'au-dessus, mais on se fait bouger mutuellement. Ouais. Ok, maintenant, je termine avec la petite touche finale. J'ai une dernière petite question. Tu vas piocher ça. Quel est ou quels sont tes vœux pour que les générations futures puissent continuer à profiter des océans pour pratiquer leur passion? Faut prendre conscience que le moindre acte que l'on fait a en fait, la moindre chose, et notamment juste notre manière de consommer au quotidien, elle a un impact direct sur la nature et sur les océans. Il ne faut pas vivre le truc comme une épée Damoclès, le climat et tout ça, quoi. En fait, la nature, elle est super forte. Et je pense qu'on a avec cette jeunesse, on a la possibilité justement de faire que ça avance dans le bon sens, mais qu'en fait, faut pas voir ça comme un poids. Ça doit être fait dans la douceur, dans l'acceptation et surtout dans la joie, quoi. C'est tout, quoi. Ça, c'est le mot de la fin. On doit voir le monde et essayer de le cultiver avec joie. C'est comme ça qu'on le changera le mieux, non? Exactement. Ouais. Merci Hugo. Merci à toi, Man. Franchement, c'était top que tu viennes à bord, que tu découvres ce petit canot, qu'on découvre un peu ton talent. Ouais, c'était une chouette journée. C'était vraiment riche. super sympa. Ouais. Et avant que tu files, encore une dernière fois, je te promets que j'arrête. Il faut que tu laisses une trace, parce que tu laisses des traces dans nos assiettes, tu laisses des traces dans nos corps, dans nos papilles. Mais moi, j'ai besoin que tu laisses une petite trace ici, c'est important. À trop regarder la météo, tu restes au bistrot. Entre parenthèses, de Cancale. Oh, j'adore. Parfait, merci Hugo.